Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal, les titres de l'actualité. L'État guinéen décide d'arrêter toutes les activités liées au projet Simandou. Cette décision intervient plusieurs mois après l'accord cadre signé le 25 mars dernier pour la création d'une co-entreprise devant exploiter le gisement de fer de Simandou. À 246 ans d'indépendance, de souveraineté, de démocratie, les États-Unis d'Amérique célèbrent ce 4 juillet les pères fondateurs de l'indépendance américaine. À Conakry, cette date est commémorée dans un réceptif hôtelier de la place. Une forte pluie s'abat sur Conakry et ses périphéries. Depuis la nuit dernière, elle n'est pas sans conséquences car plusieurs quartiers de la ville sont inondés et des familles envahies par des eaux usées. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, l'État guinéen a ce lundi 4 juillet 2022 décidé d'arrêter toutes les activités liées au projet Simandou. Cette décision est consécutive à l'inertie des sociétés Winning Consortium et Simfer Rio Tinto à mettre en application l'accord cadre signé le 25 mars dernier pour la création d'une co-entreprise devant exploiter le gisement de fer de Simandou. Ansouman Toumani Kamara, explication. Au petit matin du 25 mars dernier, ces images d'échange de documents concluaient plusieurs mois de négociations entre l'État guinéen et deux sociétés impliquées dans l'exploitation du gisement de fer de Simandou. Un accord cadre est signé, une nouvelle page plus avantageuse pour la Guinée s'ouvrait dans l'exploitation du plus important gisement de fer d'Afrique. Le nouveau contrat opte pour la co-entreprise et concède à la Guinée 15% du chemin de fer et du port minéralier ainsi que 15 autres des minéraux. Cet accord cadre de 35 ans prévoit un investissement de 15 milliards de dollars par les deux sociétés, Winning Consortium et Simfer Rio Tinto. Dans l'accord cadre du 25 mars 2022, Winning Consortium et Rio Tinto se sont engagés à finaliser toutes les infrastructures en décembre 2024 et démarrer la production commerciale du gisement de fer en mars 2025. 60 jours après la signature de l'accord cadre, une co-entreprise devrait voir le jour, mais en vain. Et cela malgré de larges concessions de l'État et d'autres facilités créées. Le gouvernement se voit alors dans l'obligation de prendre ses responsabilités. En tant que ministre des Mines, j'ai donné un délai supplémentaire de 10 jours. Cela est passé. Ensuite, les deux opérateurs ont été invités au palais présidentiel pour des discussions encore, au cours duquel le comité stratégique, sous le leadership du président de la République, a donné un délai supplémentaire de 14 jours. Malheureusement, force est de constater que malgré la provision du code minier qui donne à l'État guinéen de détenir 15% dans tous les projets miniers, avec la possibilité d'acheter 20% supplémentaires pour un total de 35%, c'est spécifié dans le code minier. Ici. Alors malgré cette provision et malgré le fait que c'est mentionné dans l'accord cadre, d'accord, en son article 7, que les 15%, la Guinée détiendra 15% au capital de la co-entreprise, force est de constater aujourd'hui que les deux partenaires s'entendent pour brimer cet intérêt élémentaire de la République de Guinée dans ce projet-là. Donc, le comité stratégique du projet Simandou, après avoir usé de tous ses moyens, a trouvé nécessaire qu'il était opportun pour que, dans l'intérêt supérieur de la Guinée, que ce projet-là soit arrêté. 7 points sont sur la table des négociations. Cependant, les 15% de participation de la Guinée au capital de la co-entreprise constituent la pierre d'achoppement entre les trois partenaires. Fidèle à ses engagements pris le 5 septembre devant le peuple, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, n'entend pas céder pour compromettre les intérêts supérieurs de la Guinée. L'ordre doit désormais régner dans l'exploitation des ressources minières du pays. Que malgré toutes ces concessions-là, que l'État ait fait. Il y a eu, sur les 7 points de négociation, on a tout rapporté aux négociations des pactes d'actionnaires, sauf le seul point là qui existe comme blocus. 15%, la sauvegarde de 15% de l'État qui doivent être gratuits, non contributifs, non dilutifs, qui est contenu non seulement dans le code minier, mais aussi dans l'accord cadre. Alors, mais malgré tout, si ces partenaires-là trouvent que
et n'ont pas de bons interlocuteurs, ou vont essayer de minimiser le niveau de compréhension des Guinéens, du régime guinéen, de ces questions minières, je crois qu'elle se trompe. Le chef de l'État est très clair. Si l'intérêt supérieur de la nation guinéenne n'est pas protégé, et cela se passe absolument et nécessairement par la sauvegarde des 15% de l'État, tel que contenu dans le code minier, le projet Simandou va rester aussi longtemps que possible. La Guinée n'est jamais morte sans Simandou. Nous allons continuer à exister sans Simandou. Un courrier officiel est déjà adressé aux directions de Winning Consortium et Simfer Rio Tinto pour l'arrêt immédiat ce lundi 4 juillet de toute activité au compte du projet. Toutefois, le comité stratégique du projet Simandou reste disposé à recevoir les deux sociétés pour la signature des statuts de la coentreprise, précise la correspondance du ministère des Mines et de la Géologie. Dans le même registre, toujours les sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto, engagées dans la construction du port minéralier de Moribaya, dont Forécaria, ont été sommés d'arrêter les travaux. L'État guinéen reproche à ses partenaires leur manque de volonté pour un partenariat gagnant-gagnant. Pour s'assurer de l'arrêt effectif des travaux, le directeur de la police nationale s'est rendu sur le site. Colonel Morikaba, correspondant de la presse militaire. Le port de Moribaya, jadis gourrian de monde, est très calme ce lundi matin. Toutes les activités sont à l'arrêt. Aucun engin ne bouge, la porte principale fermée. Les autorités des sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer avaient un délai moratoire de 14 jours pour se conformer aux injonctions de l'État guinéen. Une mission de la Direction générale de la police nationale est venue constater l'effectivité de la décision du gouvernement. C'est sur instruction de Monsieur le ministre de la Protection civile que nous sommes au port de Senguele ce matin, port exploité par Winning Consortium Simandou, pour constater de visu l'effectivité de l'arrêt des travaux tel que notifié par l'État guinéen à ce consortium. Donc nous avons parcouru tout le site, du port à Lokbez jusqu'au niveau de l'administration. Effectivement, les travaux sont arrêtés. Donc nous allons maintenir ce dispositif jusqu'à nouvel ordre. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour donner des consignes particulières aux hommes qui sont déployés ici, en ce qui concerne leur posture par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Je leur ai dit qu'ils doivent travailler de façon professionnelle dans le strict respect de la loi de la République. En attendant de se retrouver autour de la table de négociation, les autorités du consortium Simfer Simandou confirment l'arrêt des travaux. Depuis ce matin, on a reçu l'information de l'arrêt des travaux. Comme ce matin, on a accueilli le monsieur le directeur général national de police et le monsieur le directeur général qui fait un constat aussi sur le port. Tous les travaux sont arrêtés. Donc maintenant, je vous confirme, s'arrête tous les travaux au port Moribaya. Pour rappel, les deux sociétés ont eu le contrat de construction du port minéralier de Moribaya et le chemin de fer afin de drainer le fer depuis Simandou jusqu'à Forécaria, en Basse-Guinée. Comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Moussa Magasuba, déjà présent sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, il a été donc décidé d'arrêter tous les travaux liés au projet Simandou. Et je rappelle que ce sont les sociétés Rio Tinto, Simfer et Winning Consortium, justement, qui étaient chargées de la réalisation de ces différents projets. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé l'arrêt de ces travaux? Absolument. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Vous savez que dès la mise en place du gouvernement de la transition par son Excellence Monsieur le Président de la République, il m'a instruit de m'attacher singulièrement au projet Simandou à cause de son impact sur la vie socio-économique de notre pays. C'est ainsi que j'ai immédiatement mis en place une commission interministérielle qui comprend tous les départements ministériels, aussi les représentants de la primature et de la présidence. Cette commission s'est attelée immédiatement à la tâche et nous avons commencé à travailler individuellement avec chacune des deux sociétés
Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer. À l'époque, la leçon qu'on a apprise, c'est que les deux sociétés ne voulaient pas se parler. Elles se regardaient plutôt en ennemi. Alors que pour l'État guinéen, nous pensions que l'envergure de ce projet fait que Rio Tinto, dans ses dernières études de faisabilité, donnait 18 milliards de dollars pour développer ce projet. De l'autre côté, Winning Consortium demandait 15 milliards. Donc ça, c'est un total de 33 milliards de dollars pour chacune de ces deux sociétés de développer leurs infrastructures ferroviaires et portuaires. Alors nous avons vu que ce n'était pas possible. Il faut être réalistique, il faut être pragmatique. Et le chef de l'État a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce gouvernement. C'est pourquoi nous, étant spécialistes des mines, et c'est des choses qu'on a fait sur les autres continents, et le chef de l'État a demandé qu'il faut mettre les deux sociétés ensemble pour un co-investissement et un co-développement des infrastructures ferroviaires et portuaires. C'est ce qu'on fait. Les discussions ont évolué, cependant les sociétés n'ont toujours pas accepté de se parler l'une à l'autre. C'est ainsi que le 7 décembre dernier, 2021, le chef de l'État a décidé d'inviter ces deux sociétés, leurs dirigeants, les PDG eux-mêmes, pour leur parler. Il leur a donné jusqu'au 1er janvier de cette année de venir à lui avec un plan concret de développement, de co-développement et de co-investissement dans ces infrastructures ferroviaires et portuaires. Cette date butoir n'a pas été respectée. Ensuite, ils ont dit 1er février. L'autre date aussi n'a pas été respectée. C'est la suite de ça que le chef de l'État lui-même il a dit que je m'implique personnellement dans le projet Simandou à cause de son impact sur la vie de notre nation. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a demandé de négocier directement au palais présidentiel avec les deux partenaires. C'est ce qui fut fait et un 25 mars dernier, vous avez vu l'accord cadre qui est né. Alors, l'accord cadre là donnait 60 jours à ces deux sociétés de travailler avec l'État guinéen pour créer une co-entreprise qui devrait développer ce projet. La date butoir de ces 60 jours, c'était pour un 24 mai. La date là n'a pas été respectée. Et en tant que ministre des Mines, j'ai ajouté 10 jours supplémentaires pour la création de la co-entreprise. La date là aussi n'a pas été respectée. Et en pleine immersion à l'intérieur du pays, avec les autres membres du gouvernement, le chef de l'État m'a demandé d'inviter encore pour une dernière fois les deux PDG. Ce que j'ai fait, et avec le comité stratégique que le chef de l'État a mis déjà en place, et qui est dirigé par le ministre directeur du cabinet, Djiba Diakité. Alors, ce comité stratégique, sous le leadership du président de la République, s'est réuni avec les dirigeants du Winning Consortium et de Rio Tinto Simfer récemment. Alors, on leur a donné 14 jours supplémentaires. Et retenez une chose ici qui est extrêmement importante. Nous comprenons la complexité de la création d'une co-entreprise. Une co-entreprise, pour sa création, est difficile et complexe. Donc, normalement, la procédure, c'est quoi? C'est le pacte d'actionnaires, ensuite, les statuts. Cette fois-ci, l'État a reversé la situation comme les statuts sont beaucoup plus faciles. Commençons par ça. Et on a donné 8 mois aux deux partenaires de négocier le pacte d'actionnaires avec toutes les conditions suspensives. Mais ces statuts-là, qui, dans le code minier, aussi bien dans l'accord cadre, la République de Guinée a droit à 15% de ce projet-là, sa participation-là est non contributive et c'est pas diluable, on l'appelle non dilutif, et c'est gratuit, free de toute charge durant la vie du projet. Alors, nous avons vu que, malgré que cela soit signé dans l'accord cadre, durant ces récentes négociations, les deux partenaires veulent nier ça. Donc, vous voyez déjà... Bien que ce soit écrit. Bien que ça soit écrit et dans le code minier et dans l'accord cadre. La République de Guinée a droit à 15% dans tout projet minier, avec la possibilité d'acheter 20% extra, cette fois-ci, contribution de l'État, pour un total de 35%. Voilà ce que la loi guinéenne a dit, promulguée par l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Alors, c'est une surprise que ces deux partenaires, récemment, ont décidé de faire table rase de cette provision. Alors, le chef de l'État, il a dit que si le projet Simandou devrait se réaliser, sous son leadership, il ne va jamais brader les ressources de notre pays. Il a fait allusion à ses prédécesseurs,
le président Fiamel Sékou Touré, paix à son âme, le président général Lansana Conté, paix à son âme, le président Moussa Dadis Camara, le président général Sekouba Konaté. Aucun de ces présidents-là n'a essayé de brader ses ressources naturelles. Alors, avec le professeur Alpha Condé, ils ont essayé, et Dieu merci, un 5 septembre, la situation a changé. La Guinée a toujours ses ressources au niveau de Simandou. Le chef de l'État a été très clair. Il dit que les ressources de Simandou sont là et ont toujours été là. On est indépendant depuis 1958. Oui. Si nous devons développer ces jugements-là, ça doit être dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, oui. du citoyen guinéen de Sansalé, derrière Boké, du citoyen guinéen de Lebekere, qui est derrière Mali Yambérin, du citoyen guinéen de Bakouré, qui est derrière Lola. Ces citoyens-là, leur intérêt doit être protégé. Si tel n'est pas le cas, nous ne voulons pas prendre la responsabilité historique et morale qu'un jour que nos enfants nous posent la question, papa, qu'est-ce que vous avez fait de Simandou? Oui. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Simandou va rester aussi longtemps que possible si l'intérêt de la Guinée n'est pas garanti. Cependant, si vous me permettez, oui, allez-y. La porte reste toujours ouverte à ces deux partenaires de revenir à de meilleurs sentiments et de signer le statut et qu'ensemble, qu'on puisse commencer la négociation du pacte d'actionnaire, qui est l'élément le plus fondamental dans la création d'une entreprise. Ce qui reste clair, Simandou va être développé avec ou sans Rio Tinto et Winen. Des sociétés responsables, suffisamment riches et capables, financièrement et techniquement, sont à l'attente. Et la population guinéenne doit être rassurée que Simandou, à travers lequel le développement socio-économique de la Guinée doit se passer, va être une réalité dans les années qui suivent. Oui, parce que pour rappel et tout, la population guinéenne avait vraiment bien accueilli la signature d'un accord cadre entre l'État guinéen et ces deux sociétés. D'abord, quelles étaient précisément les spécificités de cet accord par rapport aux précédents accords que l'État guinéen avait déjà signés de par le passé? Alors, je vais donc commencer par les 15%, dont est la question maintenant. La Guinée va avoir 15% dans les infrastructures. Nous n'allons pas accepter d'avoir 0%. Parce que le projet est un projet intégré à trois composantes majeures. Il y a les mines, il y a les infrastructures ferroviaires, il y a les infrastructures portuaires. La Guinée détiendra 15% dans ce projet intégré, d'une manière ou d'une autre, et ça, ce n'est pas négociable avec n'importe quel opérateur. Ces 15%-là seront acquis et sont déjà acquis par les lois guinéennes. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que ces infrastructures-là vont être multi-usages. Ça ne va pas être seulement pour les minerais, pour drainer les minerais. La Guinée, c'est long de 670 km entre la Guinée forestière et Moribaya, Fourekaria. Donc c'est toute la Guinée qui sera traversée. Donc les infrastructures vont être multi-usages pour les minerais, pour les personnes et leurs biens, y compris les produits agricoles. Ça va être multi-services et multi-utilisateurs. Ça veut dire quoi? Que ces infrastructures-là ne seront pas construites seulement pour Winen Consortium et Rio Tinto Simfer. Tout autre opérateur minier dans cette partie de la Guinée, dans la Guinée, le corridor sud de la Guinée, aura le même droit d'accès et d'utilisation à ces infrastructures-là, comme Rio Tinto et Simfer, qui sont bien naturellement les constructeurs originaux. Troisièmement, nous avons dit que dès la construction et la finalisation de ces infrastructures, elles deviennent propriété de l'État. C'est à l'État guinéen d'en assurer la gestion et pour repayer les capitaux qui ont été investis par ces sociétés minières. Toute chose contraire à ce qui était là. On avait dit qu'il fallait attendre 35 ans pour que ces infrastructures-là reviennent à la Guinée. Et je peux vous dire que par expérience, les rails, 35 ans après l'utilisation, ne deviennent que des pourritures. Oui. Alors la République de Guinée serait obligée de reprendre des investissements. Cette fois-ci, on ne parlera pas d'une histoire de 15 milliards. On va parler de près de 45-50 milliards de dollars. Alors en ce moment-là, la Guinée va accueillir l'argent là-haut. Donc ensuite, on a parlé du contenu local. Nous avons dit que durant la construction, les contracteurs, les sociétés qui viendront pour le développement de ce projet doivent absolument s'associer à des sociétés guinéennes. C'est le seul moyen pour développer la classe moyenne. Donc, nous sommes très intransigeants sur l'aspect contenu local. Ce n'est pas seulement contenu local. Quand on dit contenu local, on me montre le nombre d'employés guinéens dans une société. Ça, c'est mal comprendre le contenu local. Le contenu local, c'est les prestataires de services, les contracteurs,
parmi ces contracteurs-là, quelles sont les sociétés qui sont 100% détenues par les Guinéens, les sociétés 100% guinéennes. C'est ça aussi le contenu local. Nous avons exigé tout cela. C'était ça, des aspects qui ont été ignorés dans les premières négociations et qui sont, Dieu merci, qui ont été pris en compte dans l'accord cadre qui a été signé. D'accord, on vous a très bien entendu, Monsieur le Ministre. Je rappelle simplement que l'arrêt justement de ces travaux n'est pas sans conséquence. À quoi les pauvres citoyens doivent s'attendre les prochains jours par rapport à cet arrêt justement? Alors, comme je l'ai dit, nous n'avons jamais fermé les portes. Le comité stratégique que le chef de l'État a mis en place est là, disposé à recevoir la nuit là. Retenez que la nuit du vendredi et du samedi, nous sommes restés au palais présidentiel jusqu'à 5 h du matin. Alors, avant-hier, de 14 h à 22 h, on était là-bas. Nous sommes disponibles à n'importe quelle heure, y compris la nuit là. Si les deux opérateurs décident cette nuit-là de nous appeler ou d'appeler notre cabinet juridique, qu'il faut le retenir, la République de Guinée a recruté depuis au mois de mai passé un cabinet juridique d'avocats international qui est basé à New York. Le cabinet Watson, Farley et Williams. C'est ce cabinet-là, depuis ces 2 derniers mois, qui accompagne la République de Guinée. Nous ne voulons prendre aucun risque cette fois-ci. Et je dois informer aussi l'opinion que nous sommes en train de recruter un cabinet international financier qui sera là pour nous aider dans le modeling des retours, des cash flows qui vont tomber dans les caisses de l'État. Nous sommes aussi en train de recruter un cabinet international de conseil qui sera là pour le contrôle de qualité des infrastructures qui vont être créées. On ne va pas nous donner une pourriture ici. Donc le chef de l'État est extrêmement sincère et très clair là-dessus. Le projet va être réalisé, mais l'intérêt supérieur de la Guinée va être protégé. Donc les portes restent grandement ouvertes. Les partenaires viennent aujourd'hui. Nous allons signer les statuts aujourd'hui pour commencer le vrai travail qui est ici, celui des négociations autour des pactes d'actionnaires. L'État a déjà donné 8 mois pour finaliser les négociations des pactes d'actionnaires, y compris, comme je le dis, les conditions suspensives. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les jours qui suivent, on ne va pas rester dans l'arrêt de façon indéterminée. Oui. Nous allons mettre un début et une fin. Oui, parce que justement, j'allais en venir. Oui, absolument. Voilà. C'est notre pays à nous. Il faut le reconnaître. Ce sont nos partenaires. Nous voulons que le projet ait lieu avec eux. Ils ont des conventions de base qui ont été négociées, quoique dans des conditions que tout le monde connaît. Mais le chef de l'État a dit depuis le 5 septembre que les lois, les conventions de base, les protocoles qui ont été signés par l'État guinéen restent maintenus. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous ne sommes pas venus ici pour changer des lois. Donc ça veut dire que ce projet peut être sauvé. Ce projet doit être sauvé et sera sauvé. Ça ne fait aucun doute. Donc si les partenaires venaient aujourd'hui, on va signer ces statuts aujourd'hui et dès demain matin commencer les négociations. Comme nous, on n'a pas de repos. Mais est-ce qu'il y a un délai qui leur est donné? C'est ce que je vous dis, que dans les jours qui suivent là, nous, comité stratégique, nous allons envoyer à nos partenaires qu'on a jusqu'à X pour finaliser cela, où l'État sera contraint de prendre ses responsabilités. Oui. Parce que le projet Simandou, il faut que ça aille, et ça doit aller dans l'intérêt supérieur des Guinéens. Voilà, alors il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de vous aujourd'hui sur ce plateau, mais malheureusement c'est spécial. Peut-être que les prochains jours, on va vous recevoir dans une de nos émissions ici pour pouvoir en débattre largement. En tout cas, nous vous remercions d'être venu sur ce plateau, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame. Merci pour le temps. Nous poursuivons cette édition, mois après l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. L'heure est au compte rendu. Ce lundi, les ministres des Transports et de la Santé ont expliqué à la presse le manquement constaté à l'intérieur du pays en rapport avec leurs ministères respectifs. Plusieurs défis, selon eux, restent encore à relever. Aboubacar Junior Camara. Les conférences de presse sur les comptes rendus de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays se poursuivent. Conjointement, les ministres des Infrastructures et des Transports et celui de la Santé étaient devant les médias ce lundi. Le tableau de bord du réseau routier exposé, les routes nationales, préfectorales et urbaines, rien n'est occulté des priorités du gouvernement. Les routes dans un état de dégradation très avancé. Les infrastructures sont des fois inexistantes ou bien quand elles sont là, elles sont très dégradées. C'est un constat que nous avons fait. L'un des plus grands projets routiers en cours d'exécution dans le pays est la route nationale numéro 1 Koya-Dabola.
Le ministre est largement revenu sur ce projet d'accord cadre avec la Chine sur les 20 milliards de dollars. Il y a eu des progrès entre ici et Zéro Corée, il convient de le noter. Il faut parler également des aspects positifs de ce que nous on a fait depuis la rectification institutionnelle le 5 septembre. C'est que la route Koya-Mamou, il y a eu des progrès. L'état d'avancement est bon. Des points critiques entre Mamou et Farana en allant sur Zéro Corée, mais nous avons posté 2 entreprises là-bas de façon à ce qu'elles travaillent pour ne pas que la route soit coupée pendant la saison des pluies. Kisidimou-Gekedo, c'est bon. Gekedo même, le bitumage, la voirie a commencé. Donc ça, c'est un motif de satisfaction. La société qui est à Gekedo a commencé les travaux de bitumage de la ville qui sont très avancés. Quant au ministre de la Santé, le diagnostic sur la santé nationale est exposé. Le ministre a passé de la santé maternelle à la santé communautaire en passant par les médicaments et la gestion des structures sanitaires. Rien n'est laissé de côté. Une politique générale de la santé qui demande aujourd'hui beaucoup de réformes. La santé est un système pyramidal d'organisation. Nous avons le système l'apex de la pyramide qui sont les hôpitaux nationaux et les hôpitaux universitaires que nous connaissons ici à Conakry. Nous avons le 2e niveau qui est l'hôpital régional et nous avons le 3e niveau qui est l'hôpital préfectoral et en dessous les centres de santé améliorés, les centres de santé, les postes de santé. Cette structure pyramidale nous permet, avec quelques déficits ça et là, d'avoir quand même un personnel et des structures qui font un maillage complet du territoire national. C'est un avantage que nous avons et nous essayons de le mettre en pratique pour pouvoir faire avancer les programmes de santé. Mais derrière cette toile de fond qui semble positive, il y a quand même énormément de défis. Et parmi les défis, nous avons trouvé dans la plupart des préfectures que nous avons visitées quand même une infrastructure de santé qui est dans la majorité un peu vieillissante. L'immersion gouvernementale a été une opportunité pour le gouvernement Mohamed Biavougui de toucher du doigt la réalité des problèmes qui assaillent la société guinéenne. Et puis ce message départ de la présidence de la République de Guinée à son Excellence Monsieur Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Excellence Monsieur le Président, la commémoration du 246e anniversaire de votre pays est une occasion opportune de vous adresser les très chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En cette heureuse circonstance, je voudrais saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée et vous donner l'assurance de ma totale disponibilité à contribuer à leur diversification et à leur approfondissement. Je tiens également à vous traduire ma gratitude et ma reconnaissance pour l'assistance multiforme que le gouvernement américain ne cesse d'apporter à la République de Guinée. En vous transmettant mes vœux de bonheur, de prospérité et de pleine réussite dans votre lourde et exaltante fonction, je vous prie de recevoir, Excellence Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Conakry le 4 juillet 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Récemment, au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, une convention a été signée avec des partenaires français pour la formation des formateurs dans la filière pâtisserie, boulangerie. Ces partenaires ont par la suite visité l'école régionale des arts et métiers de Bouquet. Là-bas, ils ont apprécié la qualité des installations et la vision des autorités actuelles. Kerno Ousmane Diallo pour ce compte rendu. Bâti sur 6 hectares, l'école régionale des arts et métiers de Bouquet est l'un des bijoux de la région en matière de formation technique et professionnelle. Avec ses équipements modernes, 7 ERAM ainsi que les 5 autres à travers le pays peinent à déployer tout leur potentiel en raison parfois des manques de formateurs. Dans la filière pâtisserie-boulangerie, l'expertise française va accompagner le ministère qui vient de signer un partenariat avec Fournil du groupe Occipin France pour la formation des formateurs. Je viens avec mes partenaires Guillaume Molly, d'accord, qui est à la tête d'une grande entreprise dans la boulangerie-pâtisserie française, qui est de la 3e génération de cette famille boulanger-pâtissier, donc qui nous accompagne aujourd'hui dans ce projet, qu'on vient éventuellement apporter un appui technique, surtout transfert savoir
savoir-faire français en Guinée. Fort de notre expérience donc de génération de boulangers et de la technique de boulangerie française, on espère donc amener notre soutien, que ce soit pour les apprenants, le soutien technique et notre savoir-faire et tout ce qui va être le côté consulting pour amener cette dynamique donc en Guinée, notamment aux ERAM, ce que le gouvernement donc est en train de mettre en place. Visiter les installations de l'ERAM de Bokeh aux partenaires français, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rappelle à chaque étape la vision du chef de l'État en matière de développement de la formation professionnelle. Une vision qui prend pleinement en compte les ERAM. Aujourd'hui, nous sommes là pour visiter les capacités de cuisine des ERAM qui sont d'une grande capacité et qui peuvent à la fois servir les apprenants des ERAM mais aussi participer aux événements qui se passeront dans la région de Bokeh. Nous avons des partenaires français avec lesquels nous avons signé des conventions de formation de formateurs, mais aussi ces ERAM vont servir d'endroit où on va faire de la pratique pendant ces formations-là. À l'ouverture des classes prochaines, les 6 ERAM construites à travers le pays devraient être en mesure d'offrir plus d'opportunités de formation en démarrant des filières non encore ouvertes au public. Le ministère de l'enseignement technique veut aller vite dans l'exploitation du potentiel des ERAM au profit des jeunes et compte multiplier les partenariats selon les compétences dans les offres de formation. Des opérations de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, l'objectif est de combler le déficit de statistiques pour mieux orienter les actions de promotion rurale. C'est du moins ce que nous rapporte Fodé Camara, notre spécialiste des questions agricoles. Pour la continuité de la première phase du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, en 25 jours de collecte, 449 agents recenseurs et chefs d'équipe vont sillonner les périmètres agricoles. Après le gel des financements, ces opérations de recensement sont relancées grâce au soutien des autorités. Sans la statistique, il n'y a pas de développement. C'est la colonne vertébrale de tout développement. Et l'agriculture, surtout au niveau de la statistique, c'est les yeux et les pieds de l'agriculture. Et nous remercions beaucoup le gouvernement guinéen, nous remercions le président de la République. Simultanément, à Bokeh, Labé, Kankan, Zérékoré et ici à Kindia, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires engage un vaste programme de revue des connaissances des agents recenseurs. D'hier à aujourd'hui, on a reçu pas mal de modules, à savoir les objectifs de cette enquête post-censitaire. Parce qu'au préalable, nous avons fait, l'an passé, nous avons fait 3 mois et demi d'enquête sur le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Déjà, ces jeunes enquêteurs s'apprêtent pour des opérations de collecte de données des ménages agricoles et des organisations socio-professionnelles de producteurs et des sites maraîchers, piscicoles et forestiers, soit un taux de 17% qui n'était pas encore couvert. En fait, c'est quoi une enquête post-censitaire? C'est une enquête qui vient en complément à une première phase d'enquête qui a été réalisée, mais dont l'objectif est, premièrement, de permettre de couvrir des zones qui n'avaient pas été couvertes lors de la première phase de collecte, mais également de tester la qualité des données qui ont été déjà collectées. Pour qualifier les résultats du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, toutes les astuces des manuels de l'agent recenseur, des chefs d'équipe et des superviseurs sont largement vulgarisées. À Balandougou, un projet écosystémique vient d'être lancé par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Ce projet vise essentiellement à mener des actions pour préserver la tête de source de Djetena, affluent du fleuve Sankarane. Déjà, plusieurs activités sont réalisées par l'Union internationale des conservateurs de la nature. D'autres précisions importantes avec Aboubakar Diaby et Eugène Dounamon. En Guinée, malgré les efforts fournis par l'État guinéen et ses partenaires dans la conservation de la nature, les forêts et les têtes de source restent toujours confrontées à d'énormes menaces de disparition. Pour changer la donne, un plan de gestion communautaire essentiellement axé sur la mise en défense des forêts est élaboré. Dans la savane guinéenne, ce projet environnemental cible la tête de source de Djetena. La stratégie d'abord c'est la mobilisation sociale parce que dès que les communautés, il faut qu'ils prennent conscience pourquoi on doit protéger l'environnement et quels sont les bénéfices de l'environnement pour eux. Donc il fallait d'abord cette action de sensibilisation mais aussi mettre en place cet outil de planification qui est le plan de gestion.
Ici, sur le site de la forêt de la tête de source de Guéténé, les activités sont menées par la direction préfectorale de l'environnement de la zone. Il s'agit de la mise en place des pépinières et de la ceinturation qui compose le périmètre de la forêt de Guéténé. Quand nous parlons déjà de la forêt de Guéténé, j'espère très bien que c'est une forêt qui mérite d'être protégée, vu son enrichissement en faune et en flore, vu son immensité sur le plan national et international. Nous devrons accompagner ces projets à protéger réellement la forêt de Guéténé dans toutes ses formes. À travers ce projet écosystémique et économique, ces acteurs comptent sauver la faune et la flore tout au long de cet affluent du fleuve Sankarani. On a un comité de gestion en place et aujourd'hui, vraiment, grâce à l'appui du partenaire l'UICN, ce comité a pas bénéficié d'une formation, non seulement la gestion sur cette forêt communautaire, mais aussi également ils ont appris des techniques sur vraiment les cultures maraîchères. Déjà, les agents conservateurs de la nature ont été constitués. Ils mèneront des activités coordonnées et intégrées tout au long de cette tête de source de Guéténé pour sauver l'écosystème en Guinée. Deuxième grand titre de cette édition, à 246 ans d'indépendance, de souveraineté et de démocratie, les États-Unis d'Amérique célèbrent ce 4 juillet les pères fondateurs de l'indépendance américaine à Conakry. Cette date est commémorée dans un réceptif hôtelier de la place. Le diplomate américain accrédité en Guinée est revenu sur l'historique du 4 juillet. Safiatou Condé commente les images de Adama Traoré. Regardez. Dans tous les États du continent américain et dans le reste du monde, le peuple américain se rassemble pour se souvenir de l'héritage des fondateurs qui ont tracé un nouveau chemin. Un chemin vers un monde plus libre et démocratique. Le 4 juillet ou encore Independence Day est l'occasion de fêtes et de cérémonies célébrant l'histoire du pays, son gouvernement et ses traditions. En Guinée, à travers l'ambassade, cette date est commémorée dans la plus grande fraternité. Le jour de l'indépendance, c'est pour construire un nouveau pays. J'avais un point pour tous les Guinéens, c'est la paix et l'avenir pour la Guinée. Nous devons briser le cycle de violence et quand chaque Guinéen peut choisir la paix, nous avons le meilleur avenir. En ce 246e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le gouvernement guinéen conduit par le Premier ministre a rappelé l'avantage des relations qui lient nos deux pays depuis notre indépendance. Je saisis cette opportunité pour traduire toute la gratitude du peuple de Guinée à l'endroit du peuple américain et de son gouvernement suite à ses apports inestimables pour la réalisation d'infrastructures scolaires, la formation des cadres civils et militaires, mais surtout l'assistance du gouvernement américain à la Guinée dans la lutte contre la Covid-19. Je vous rassure de la disponibilité des autorités guinéennes à renforcer avec les autorités américaines la coopération et multilatérale. Ce 4 juillet, aux États-Unis, il se déroule des défilés, des feux d'artifice, des barbecues, des pique-niques, des matchs de baseball, entre autres. Le 4 juillet est l'un des seuls jours de l'année où les magasins sont fermés aux États-Unis. Hajj 2022, les pèlerins guinéens sont à présent à la Mecque pour des prières intenses. Ils mettent ce moment à profit pour invoquer le Tout-Puissant afin de préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. Le secrétaire général des affaires religieuses en séjour en Arabie Saoudite a d'ailleurs rendu visite aux pèlerins. Ibrahima Khalil Diakité et Soriba Bangora sont nos envoyés spéciaux. C'est dans la foi que les fidèles pèlerins guinéens accomplissent le Hajj. Ces fidèles musulmans, munis de leur chapelet, ont invoqué le Tout-Puissant avec des demandes de prière pour la paix et la quiétude sociale. Cela afin de favoriser le vivre ensemble des Guinéens en cette période de transition. Mieux, le processus de la refondation institutionnelle entamé par les nouvelles autorités. Le pèlerinage, ça se passe bien. Bien fait qu'on a prié le vendredi à la Mecque. Ce matin, on est parti à la Kaaba, on a fait le Tawaf, on a fait Safa et Marwa. Maintenant, on est revenu. Donc, c'est pour dire à tout le monde que le pèlerinage, ça se passe bien à la Mecque. Dieu merci, on demande à Dieu qu'il nous facilite les tâches
qu'il nous aide à finir dans de bonnes conditions le pèlerinage. Le parcours Médine-Maka est une étape fondamentale pour tout pèlerin. Une étape qui obéit à un rituel dont le point de départ est la mosquée de Mika, située à 12 km de Médine. C'est en cet endroit qu'a lieu l'Iram, la formulation de l'intention appelée la sacralisation, moment où les pèlerins se couvrent d'étoffes blanches. Vraiment, je suis content. On a fait une première étape. On a fait Médine. On a visité la grande mosquée de Médine. On a visité la tombe du prophète. Paix et salut sur lui. Tous les sites touristiques. Aujourd'hui, nous sommes à Maka. Nous avons fait les premiers rituels. Après plus de 400 km, les pèlerins guinéens arrivent à la Mecque. Une étape marquée par les premiers actes d'incidence religieuse. Le tawaf, appelé 7 fois de tour de la Kaaba, et les rituels de 7 fois de Safa et Marwa. Après Médine et la Mecque, les pèlerins guinéens devraient se préparer pour le second voyage de Mina et Arafat pour la montée, appelé encore jour du pèlerinage. Pour s'assurer du bon déroulement du pèlerinage, le secrétaire général en séjour en Arabie Saoudite a rendu visite aux pèlerins. A précisé que cet élément a été rendu en studio par Abraham Christophe Conté. Direction la ville Carrefour où séjourne en ce moment l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence. Elle est allée sensibiliser les administrateurs territoriaux sur le ciblage des ménages indigents pour le prochain registre social unifié. Cette initiative présidentielle vise à réduire la pauvreté en Guinée. Alpha Isiagaba, reportage. À Mamou, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence est à la rencontre des autorités administratives. Ici, comme Pita et Dalaba, tous les sous-préfets et chefs de district sont sensibilisés sur le ciblage des ménages indigents pour le registre social unifié. Pour la meilleure redistribution de la richesse et allant dans le sens de la protection sociale dans notre pays, à travers le CNRD, l'idée, c'est de lancer le registre social unifié, qui est un outil robuste qui va clairement, en fin de processus, nous indiquer le nombre de pauvres que nous avons en Guinée, qui sont-ils, quel est leur nom, ils habitent où, quel est leur numéro de téléphone, et ils auront en fin de compte leur carte biométrique. La sensibilisation sur le ciblage des ménages indigents pour un registre social unifié est une initiative du gouvernement de la transition pilotée par le service humanitaire, le Fonds de développement social et de l'indigence. Le service humanitaire entend toucher toutes les localités du pays. La richesse est bien accumulée, mais la pauvreté, c'est un paradoxe. La pauvreté n'a fait qu'augmenter. Et alors c'est pour rectifier le tir que le gouvernement, avec le leadership du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, ça va ramener vraiment cette richesse au niveau de la population, de la couche la plus déshéritée. Après le centre-ville de Mamou, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence va se rendre dans d'autres préfectures de la région de Zérigoré. Et puis une forte pluie s'abat sur Conakry et ses périphéries depuis ce dimanche. Elle n'est pas sans conséquences car plusieurs quartiers de la ville sont inondés. Des familles désespérées en attendant toute aide de l'État à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes. Les citoyens sont appelés au calme et à la prudence. Tabansila, Boubacar Sidiki Souma. Les habitants de Conakry et périphérie se sont réveillés ce lundi sous une forte pluie. Par endroits, elle a causé pas mal de dégâts dans les familles. À la belle vue dans la commune de Dixine, à travers ces images amateurs prises avant notre arrivée, des victimes évacuent depuis 5 heures du matin de l'eau dans les chambres et salons de leur maison où tout a été mouillé. On a été victime d'inondations ici. Presque la plupart des constructions ici ont été inondées. Particulièrement chez nous. Depuis 6 heures du matin aujourd'hui, on ne fait que faire sortir de l'eau dans les chambres. Toutes les chambres ont pris de l'eau. Donc vraiment, nous sommes affectés. Nous implorons ici l'aide de l'État, qu'il nous vienne en secours parce que vraiment, ça ne va pas ici. Depuis 5 heures, mon voisin a tapé à ma porte. J'ai ouvert, l'eau avait déjà envahi le salon. Donc on a commencé à puiser de l'eau et faire sortir. C'est que les caniveaux sont bouchés. L'eau n'a plus de voie.
Donc c'est ce qui fait que l'eau nous envahit. Après Kaloum, Ratoma et Matam, l'équipe de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires fait une pause à Dixine. Ici, le constat est amer et la responsabilité est partagée. On a sillonné les communes, on a rencontré des familles qui sont dans des situations vraiment difficiles. Des familles qui ont été affectées parce que la pluie a commencé dans certains quartiers à 4 heures, dans d'autres à 5 heures. On a vu dans certains cas, c'est par le comportement de certains citoyens, on jette les ordures dans les caniveaux sont bouchés. Donc l'eau n'a pas de passage, était obligée de venir dans les ménages. Si des dispositions ne sont pas prises au sommet, la population va souffrir à la base. Mais la population n'a aucune référence sinon que la mairie ou le quartier. Et qu'est-ce qu'un quartier ou une mairie peut faire par rapport à cette force naturelle sans aucun moyen? La pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale Conakry depuis la nuit dernière a causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville et ses périphéries. Pour le moment, pas de perte en vies humaines, mais les citoyens, pieds dans l'eau, sont appelés à la prudence. À ce propos, justement, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation communiqué. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, la ville de Conakry et ses environs enregistrent depuis la nuit du 3 juillet 2022 à maintenant une pluie diluvienne qui a entraîné d'énormes dégâts matériels, dont entre autres des maisons englouties, des biens matériels emportés, des routes bloquées, etc. Pour l'heure, aucune perte en vies humaines n'est signalée, mais l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires reste vigilante sur l'évolution de la situation. Le gouvernement reste préoccupé par cette situation dont la cause est non seulement naturelle, mais aussi en lien avec les effets des hommes sur leur environnement immédiat à travers l'occupation anarchique des domaines publics et l'obstruction des passages d'eau par des encombrants de toute nature. Au regard des multiples dégâts causés, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, exprime aux familles victimes sa profonde compassion et invite tous les citoyens au civisme et à la prudence. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, déployée sur le terrain dès les premières heures, travaille avec les autorités déconcentrées et décentralisées afin de faire une évaluation rapide des dégâts et elle partagera dans les heures qui suivent un rapport détaillé sur cette inondation survenue dans la ville de Conakry et environ. Afin de vous protéger et protéger vos proches, il est respectueusement demandé à chacun et à tous d'observer les mesures ci-après. En cas d'inondation de votre maison, coupez immédiatement le courant électrique à travers les disjoncteurs. Limitez au strict nécessaire les déplacements des enfants et des personnes portant un handicap. En cas de nécessité, appelez les services de secours de la protection civile au numéro vert 18. Signé Morikonde. L'actualité est tout de même marquée par ces journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et des citoyens dans les régions de Mamou et Zérékoré. L'objectif est d'échanger avec les acteurs de la société civile, les élus locaux et les leaders d'opinion sur la mise en œuvre des recommandations issues des consultations et des assises nationales. Lancé Kamisoko, Mohamed Salih Oupaye, Mohamed Lamine Diallo. Pour renforcer la cohésion sociale en vue d'une transition réussie et apaisée, un plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations issues des consultations et des assises nationales est lancé dans les régions de Mamou et Zérékoré. Open Society Initiative for West Africa Guinée dirige les débats. La Guinée, pour un traitement en profondeur de son passé, a décidé de mener une réflexion afin de connaître les causes profondes de ces crises devenues récurrentes et trouver les modalités idoines de réconciliation de ses filles et fils. Donc, on doit respecter le changement de comportement. Ce qui se trouve dans ce document, pour la recommandation, il faut qu'on applique et sur le pardon mutuel. L'objectif de ces journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et du citoyen est d'échanger sur les modalités de cette mise en œuvre avec les acteurs de la société civile, les élus locaux ainsi que les leaders religieux. Vous savez, les assises nationales qui ont été organisées tout dernièrement
Après le dépôt du rapport provisoire, il a été demandé à ce qu'on revoie et qu'on élargisse ces consultations à l'ensemble des Guinéens. Comme nous le savons, l'intérêt est que les Guinéens se pardonnent aujourd'hui, qu'on se réconcilie et qu'on se donne la main pour l'unité nationale et dans l'intérêt supérieur de tous les Guinéens. Au terme de ces journées de plaidoyer, les participants devraient être en mesure de jouer pleinement leur rôle afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations faites lors des consultations nationales. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Grand merci à vous.